Je vous présente une fois de plus la plus célèbre photo de la caserne d'Ossat. Aujourd'hui, avec l'analyse que nous avons faite dans le détail de cette photo, nous pouvons la dater et elle date vraiment du moment de l'ouverture du camp, donc à partir du 27 juillet 1942, peut-être jusqu'au début août. Alors, vous voyez que les gens sont répartis autour de la cour, enfin du côté évidemment du mur où la photo a été prise. Vous voyez un groupe de 3 hommes ici, avec une forme noire à côté. La forme noire, c'est le chien, et les 3 hommes sont vraisemblablement déjà le commandant Schmidt en civil, Rudolf Steckmann et Karl Meinshausen, qui sont les 3 principaux SS de l'histoire du camp de rassemblement de Malines, avec évidemment Max Boden, sur lequel je reviendrai plus tard. Alors, on peut dater cette photo parce qu'on voit que la Aufnahme, le lieu où est enregistré le nouveau déporté qui arrive, n'est pas encore installé. Vous voyez dans le coin, ici, des tables, des chaises. Vous voyez une femme qui porte un brassard, qui est une employée de l'administration. Pas de jeunes enfants, pas de bébés, des gens en habits civils, habillés, et les bagages surtout bien répartis et bien empaquetés au milieu de la cour. C'est donc le moment où on parle ici des convocations, donc pendant de l'ouverture du camp jusqu'au 9 septembre 1942, on va essayer, enfin les SS vont essayer de remplir le camp de rassemblement de Malines par le biais des convocations. Donc des gens qui se seraient volontairement présentés à la caserne d'Ossat. Alors, la décision de mettre en œuvre la solution finale en Belgique, en France et aux Pays-Bas est prise au même moment à Berlin, et le 11 juin 1942, donc cet ordre est communiqué et la planification est établie. Alors, pour les Pays-Bas, Willy Zöpf, qui est le Judenreferent, le responsable de la question juive aux Pays-Bas, a pour tâche de déporter 40 000 juifs. En France, c'est Théodore Dannecker. Il a aussi un quota de 40 000 juifs. Pour la Belgique, Kurt Asche, donc le spécialiste de la question juive, va devoir déporter 10 000 juifs. Et ce délai initial de déportation est d'1 mois. Alors, la caserne d'Ossat est évidemment un lieu idéal. On n'a pas de document allemand qui explique pourquoi on a choisi ce lieu, mais on peut aisément émettre plusieurs hypothèses qui convergent. Alors d'abord, c'est que Malines est à mi-chemin entre Anvers et Bruxelles. C'est là que vivent 90% de la communauté juive à l'époque. Anvers et Bruxelles, Malines se trouve entre les 2 villes sur la plus vieille voie de chemin de fer qui a été établie en Belgique, donc c'est une facilité, d'autant plus que cette voie de chemin de fer longe vraiment le bâtiment à cette époque-là. Un autre élément, c'est évidemment la proximité de Brendonck, puisque le premier commandant du camp de Malines va être le SS Philipp Schmidt, qui est au départ commandant de Brendonck, et donc les camps ne sont pas très éloignés, ça lui permet aisément de se rendre de l'un à l'autre. Un autre élément encore, c'est que le camp est une ancienne caserne, elle est encore partiellement équipée. Avant l'arrivée de la SIPO-SD dans ce camp, on a... Excusez-moi, c'est un peu chaud. Avant l'arrivée de la SIPO-SD, la caserne a encore été occupée par les militaires allemands, donc elle est partiellement équipée. C'est un lieu très très vaste, et ça on s'en rend peu compte parce que Brendonck a vraiment focalisé la vedette, je dirais, mais Brendonck, il y a très peu de détenus à la fois. À Malines, on peut en entasser jusqu'en 2300, 2400. Donc le lieu est vaste, il est pratique, il est partiellement équipé, et comme vous le voyez, donc vous avez cette voie de chemin de fer qui le longe. Ici, c'est pour vous montrer ce que Maxime Steinberg appelait le bruit statistique de la survie.
tant dans le cas de Tziganes que dans le cas de la déportation des Juifs, nous avons moins de 10% de survivants. Donc là, c'est une survie qui est vraiment le signe d'une déportation génocidaire avec une élimination systématique. Le premier document allemand qu'on retrouve concernant la caserne d'Ossat date donc du 15 juillet 1942 et c'est ce moment qui met la cession de la caserne d'Ossat, la passation de pouvoir de la caserne d'Ossat, de la Militärverwaltung, l'administration militaire, à la SIPO-SD. Donc le document, comme vous le voyez, est signé par von Crossart, qui est un des chefs de l'administration militaire allemande, qui remet le camp à disposition de la SIPO-SD et qui donc atteste que le SS Philipp Schmidt va être chargé d'organiser le SS-Sammellager für Juden. Alors, contrairement à Westerbork, à Drancy, à Pithiviers, à d'autres camps de ce genre, eh bien, la caserne d'Ossat n'est organisée comme SS-Sammellager que dans la seule perspective d'une déportation raciale. Avant l'ouverture du camp, un bon nombre de juifs étaient internés à Brendonk, pas toujours pour le motif d'être juif d'ailleurs, on a des droits communs, on a des opposants, mais Brendonk est le premier camp en Belgique où on interne des juifs. Mais la caserne d'Ossat c'est vraiment l'élément central de la solution finale en Belgique. C'est de là que partent les juifs qui vont être destinés à l'élimination systématique à Auschwitz-Birkenau. Alors, nous avons en Belgique la chance d'avoir un travail administratif très précis, tant effectué par les intervenants de l'époque, que ce soit la SIPO-SD qui dresse un fichier des Juifs, que par les employés juifs mis au travail par les SS au camp et qui établissent les listes de déportation. Et alors, il faut quand même saluer le travail fantastique qui a été fait après-guerre par la IVG, par le service des victimes de la guerre et toutes ces différentes dénominations. Alors, ici, vous voyez donc à l'arrivée à la Aufnahme, un juif qui se présente au bureau d'enregistrement avec sa valise. Il a déjà reçu une petite plaquette en carton qu'il est obligé de porter autour du cou et qui définit sa place dans le transport ou éventuellement son statut particulier au camp. Donc quand on est belge, on est d'office exempté jusqu'en septembre 1943 de la déportation. On aura un carton avec un B et on sera placé dans une salle particulière de la caserne. Ceux qui ont contracté des mariages mixtes ou qui sont issus de mariages mixtes, donc qui sont des demi-juifs, vont être mis dans une autre salle avec les initiales M ou ML. Nous avons encore les E, les Entscheidungen. Ce sont des cas pour lesquels la SIPO-SD n'est pas certaine de l'appartenance à l'origine juive, où il y a un certificat de baptême qui intervient, ou des papiers de mariage, des faux papiers aussi souvent. Et donc ce cas-là doit être soumis à une étude du bureau racial de l'avenue Louise, dirigée par Petrus Beckmans. Et donc ça, c'est une autre section encore. La plupart des Juifs, évidemment, comme c'est la règle à Malines, c'est la déportation, deviennent ce qu'on appelle des Transportjuden et reçoivent donc autour de leur cou des plaquettes du genre de celle que vous voyez là. Hein, le 27e transport numéro 118, il s'agit de Nuta Manelevich qui n'a pas été déporté puisque le 27e transport n'a pas pu être acheminé à Auschwitz-Birkenau. Alors, ce travail administratif précis, je vous parlais des fiches établies par la SIPO-SD. Ça, c'est donc un travail qui est établi à l'avenue Louise. Vous voyez dans le coin la date d'arrestation ou la date d'entrée à Malines. Ce n'est pas toujours facile de distinguer les deux. L'identité, nom, prénom, lieu, date de naissance, le numéro du transport et alors
Vous avez de l'autre côté la liste de déportation. Ici, vous avez donc aussi la date d'entrée qui est indiquée, ou la date d'inscription sur la liste plutôt, qui est indiquée dans le coin supérieur gauche. On donne le nom, le prénom, le lieu, la date de naissance. La nationalité, comme vous le voyez, sera toujours staatenlos. Ça, c'est un système que la CIPO-SD trouve pour rester en ordre administrativement et légalement avec elle-même. Afin de pouvoir tout simplement s'emparer des biens des Juifs qui sont déportés. En les déclarant apatrides, leurs biens tombent sous le coup de la loi des biens ennemis et donc ils sont saisissables. Vous voyez que sur cette liste du 3e transport, vous avez des AB. AB correspond à Arbeitseinsatzbefehl, c'est le numéro de la convocation. Ceux qui se présentent à Malines sans convocation, et ce est inscrit jusqu'au 10e transport, sont mentionnés avec des KV. KV, keine Vorladung, pas d'invitation. Donc ils ne sont pas invités, ils ont été arrêtés. Alors, la caserne d'Ossat connaît 2 régimes différents. Le premier, c'est le régime de terreur qui est dominé par le SS Philipp Schmidt. Et à partir de mars-avril 1943, Hans-Gerhard Frank va lui succéder. Sous Schmidt, nous avons 19 transports qui sont acheminés vers Auschwitz-Birkenau. Le régime est vraiment un régime de terreur. La plupart des grandes exactions qu'on connaît à Dossat, des grandes violences, des grandes brutalités, sont menées sous le règne de Schmidt. Mais paradoxalement, le nombre de décès enregistrés sous le règne de Schmidt est moins important que celui qu'on va enregistrer sous le règne de Frank. Parce que Frank va se retrouver confronté à partir de mars 1943 à un problème terrible de surpopulation de la caserne d'Ossat. Je vous ai dit, cette population atteint parfois 2300 personnes. Donc il y a un problème de ravitaillement, il y a des énormes problèmes d'hygiène. Et là, ce que la personne qui a parlé avant moi a expliqué pour Pithiviers, Beaune-la-Rolande, cet accès limité aux douches. On a des douches aptes à recevoir 50 personnes à la fois, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, et on est confronté à une population de plus de 2000 personnes. Donc c'est toujours la bousculade, c'est toujours très très compliqué. Et ça ne va pas sans problème. Donc, sous Schmidt, les gens restent aussi très très peu de temps à la caserne d'Ossat. Après 5 jours, 7 jours, hop, ils sont déportés, ils n'ont pas le temps d'avoir faim. On ne meurt pas sous Philipp Schmidt à la caserne d'Ossat. On n'a pas le temps. La déportation va trop vite. Sous Frank, on reste parfois 3 mois. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là aussi qu'on va voir, malgré une tentative d'amélioration du régime nutritionnel, malgré que Frank demande à ses SS d'être moins violents et moins brutaux, on va voir une explosion des maladies, notamment les maladies infantiles, la rougeole, la coqueluche, et alors des maladies de peau, la gale, l'impétigo, ça c'est dans toutes les chambrées, dû aussi à la surpopulation, au manque d'hygiène et à une caserne qui était infestée de poux et de puces. Alors ici, les principaux bourreaux allemands. Vous avez Philipp Schmidt, aussi commandant de Brennpunkt, son successeur Johannes Gerhard Frank, Rudolf Steckmann, qui est à la fois à Brennpunkt et à Malines, mais qui, quand Schmidt est à Brennpunkt, sera à Malines, et c'est lui en fait qui exerce le commandement principal, je dirais, jusqu'en mars 1943 sur la caserne d'Ossat. Alors, Walter Kaiser, qui est un Allemand qui est spécialement délégué par la CIPO-SD à Malines pour organiser le camp. Une fois que le camp fonctionne, une fois que les transports se succèdent, eh bien en septembre 1942, lui, son travail est fini, il rentre à la CIPO-SD de Bruxelles. Max Boden, qui est le responsable de la Aufnahme, et qui lui va arriver à l'ouverture du camp, et il va rester jusqu'à son évacuation dans la nuit du 3 au 4 septembre 1944.
Et enfin, donc, Karl Meinshausen, qui fait partie de la bande de Schmitt et Steckmann, qui, lui, va assurer la liaison entre le commandement SS et les prisonniers. Alors, il y a aussi un bureau spécial à la Aufnahme, donc au bureau d'enregistrement de Malines, qui est la BTG, la Brüsseler Treuhandgesellschaft. C'est une société qui est chargée de dépouiller jusqu'au dernier sou, je dirais, des Juifs qui vont être déportés. Ce qui se passe à Malines a été très peu investigué par les rapports des commissions d'études sur les biens juifs, et c'est pourtant là qu'on a tout un processus qui se met en route. La première chose, c'est évidemment, on fouille les sacs, on saisit les stylos, les bijoux, les manteaux de fourrure, l'argent évidemment, les devises, les objets qui ont un peu de valeur. Mais après, à la fin du passage à la Brüsseler Treuhandgesellschaft à Malines, tous les Juifs qui entrent doivent signer une déclaration de cession de leurs biens au Reich allemand. Donc c'est là vraiment le point final de ce dépouillement des biens. Et le pillage en tant que tel, donc tous ces petits objets, toutes ces valeurs qui sont confisquées aux Juifs à l'arrivée à la caserne d'Ossa, sont passés à la trappe. Il n'y a pas d'études là-dessus pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'inventaire. Et donc sans archives, c'est difficile de travailler, mais les témoignages font évidemment tous état de cette situation. Alors, à la tête de Dossa, nous avons une équipe de 3-4 SS et nous avons une petite dizaine de SS flamands, donc 3 ou 4 SS allemands et une petite dizaine de SS flamands, tous issus du SD Wagzug, donc une organisation flamande qui est organisée par la CIPO-SD de Bruxelles, donc qui dépend de l'avenue Louise et qui va fournir, avec une prédilection donc, pour les SS flamands et même presque une exclusivité, tous les gardiens des bâtiments de la CIPO-SD, que ce soit les garages, que ce soit Brendonk, que ce soit la caserne d'Ossin. Alors ici, nous avons les principaux, les plus célèbres au camp. Le premier, Jean Poppe. Jean Poppe, il arrive au début de la caserne d'Ossin, avant l'ouverture, et il finit aussi son service à la caserne d'Ossin. C'est un des principaux SS flamands de Dossin. Franz Van Null, lui, c'est aussi un gardien de Brendonk. Donc vous voyez que ces échanges entre Brendonk et Malines vont du commandement au SS flamand qui s'occupe de la garde et en passant évidemment par des échanges de prisonniers. Alors Lodewijk van Kol, qui est très connu à Malines sous le nom de Pferdekopf, parce qu'il a une mâchoire vraiment proéminente, et c'est un type qui mesure plus de 2 mètres, qui est coupable de la majorité des sévices, enfin de nombreux sévices à la caserne d'Ossin. Et ensuite, les deux derniers, Van Mol et De Reyck, eux, ce sont des policiers de métier anversois qui ont démissionné de leurs fonctions dans la police d'Anvers pour s'engager activement dans la CIPO-SD, et ce sont eux qui sont les chefs des gardiens flamands de Malines. Alors je dis flamands parce que j'ai retrouvé une centaine de SS flamands qui ont servi que ça soit une semaine ou plusieurs années à la caserne d'Ossin, et parmi eux je n'ai que des flamands. Oui, allez, il y a un luxembourgeois. Alors, sous Schmitt, donc je vous disais que c'est le règne de la terreur. On casse les internés dès leur arrivée au camp. On les brise psychologiquement, on les brise physiquement, on les bat pour l'exemple. Quand on se présente à la Aufnahme, on est bousculé, on est fouillé, on est battu. Les femmes subissent aussi certains attouchements. Et c'est une manière, quand les gens rentrent à Malines, de les mettre déjà au pas, de leur faire comprendre qu'à Malines, ils ne sont plus dans le monde qu'ils connaissaient avant. Ils ne sont plus des personnes à part entière. Ils n'ont plus de droits. On est dans une zone de non-droit à la caserne d'Ossin.
Alors ici, quelques jours avant le départ du 8e transport, plusieurs juifs religieux pris dans des rafles à Anvers et Bruxelles sont amenés au camp. Ils seront tous déportés par ce 8e transport. 4 d'entre eux sont identifiés avec précision. Et là, Schmitt s'en prend particulièrement aux religieux. Et Kaiser est encore là aussi, ainsi que Reimann, qui est un autre SS. C'est lui qui prend les photos de cet événement. Alors, les juifs qui arrivent religieux, ils sont typés, ils ont les papillotes, ils ont la barbe, ils ont les lévites, les vêtements rituels. Eh bien, on va leur tondre la barbe, on va couper les pailles, on va les affubler de leurs vêtements religieux d'une manière tout à fait ridicule. On va remettre leur chapeau sur leur tête avec de la boue. On va les forcer à courir pendant des heures en rond autour de la cour de la caserne. Le rabbin Gelernter, lui, va être mis sur une table, donc assis sur une chaise, déposé sur une table, porté par 4 de ces malheureux. Et si le rythme n'est pas suffisamment soutenu, évidemment, les SS du camp interviennent à coups de cravache ou à coups de pied. Donc ça, c'est un événement qui est resté dans les mémoires de ceux qui ont connu cette période, que ce soit des travailleurs belges au camp, je pense notamment au cuisinier Noël Arts, que ce soit dans les employés de la caserne d'Ossin qui n'ont pas été déportés, les SS évidemment eux-mêmes. Donc malgré qu'il y ait peu de survivants de cette période, ça c'est un événement qui est universellement connu pour ceux de la caserne d'Ossin. Il est relaté notamment dans le livre de Jossacker. Alors, un autre système qui va être mis en place, c'est le contrôle des pieds. Alors, le contrôle des pieds, c'est en pleine nuit, les SS, quand ils sont un peu ivres, un peu de mauvaise humeur, qu'ils ont envie de tourmenter les prisonniers, font des descentes dans les chambrées et tous les juifs doivent montrer leurs pieds. Celui qui a les pieds sales risque les pires sévices. Être battu, ça d'office. Et alors nous avons le cas d'un homme qui est âgé d'une 40aine d'années, Bernard Van der Ram, qui est assez isolé, assez dépressif, il ne reçoit pas de colis. Et dès son entrée à la caserne d'Ossin, il est vraiment la tête de Turc de Boden. Et au cours de ce contrôle des pieds, eh bien, on estime que Van der Ram n'a pas les pieds suffisamment propres. Alors les SS vont l'entraîner dans la cour de la caserne, vont le faire courir, sauter, le soumettre à une de ces séances de gymnastique exténuatoire dont ils ont le secret. On va l'asperger d'eau, il est en pyjama, il n'a pas de pantoufles, et on le laisse comme ça debout dans la cour de la caserne jusqu'au lendemain. Alors son état n'est pas très bon le lendemain, il développe une pneumonie. Alors on le fait admettre de sa chambrée à l'infirmerie du camp. On refuse, curieusement, malgré la gravité du cas, de le faire transférer à l'Onse Vrouw Gasthuis de la ville de Malines. Et donc Bernard Van der Ram est inscrit dans l'histoire de Malines comme le seul mort suivi consécutivement à des mauvais traitements dans la caserne. Oui, j'ai oublié de parler d'Hermann Hirsch. Hermann Hirsch est impliqué dans l'affaire Jacobi. Donc, à la nouvelle année 42-43, on découvre des vols et des détournements de colis. Les SS vont organiser pendant plusieurs jours des séances de gymnastique exténuatoires au cours desquelles ils vont battre une dizaine d'hommes. Et Schmitt a la spécialité de lancer son chien sur ces internés. Hermann Hirsch, qui a 19 ans, va être mordu à la jambe et mordu si gravement qu'il va devoir être transféré à l'Onse Vrouw Gasthuis et amputé. Des gelures, de la gangrène, des suites de la morsure de l'animal. Hermann Hirsch n'est pas comme prévu déporté donc par le transport 18 et 19 du 15 janvier 43, mais il va être déporté par le transport 21, encore convalescent, et très curieusement, malgré son handicap, il va être sélectionné à Auschwitz et il va recevoir un numéro de matricule
il ne survit évidemment pas à la déportation. Alors ici, c'est une scène qui a été peinte par Kopel Smelović, où on voit ce personnage ici, qui est Dagobert Mayer, c'est un chanteur d'opéra autrichien, qui est le chef juif du camp. Le petit bonhomme un peu bedonnant au milieu, là, avec ses mains dans ses poches, en uniforme, ça doit être probablement Max Boden. Et tout au fond, avec le chien, on suppose que ce doit être Schmidt. Donc ça, c'est une des scènes, soit de la promenade, soit de la gymnastique, parce qu'on dirait que les gens sont accroupis d'un côté de la caserne. Et donc, cette gymnastique est imposée à tous les internés, sauf les travailleurs du camp, et parfois les malades et les enfants sont exemptés. Et ça dure au moins une demi-heure, 2 fois par jour. Pour des gens mal nourris, affaiblis, c'est une épreuve vraiment difficile. Alors, les conditions de vie, il y a 2 types de chambrées. Il y a plusieurs façons d'être hébergé à la caserne d'Ossat. Alors, la chambrée que vous voyez là, c'est une photo qui date d'avant que la SIPO-SD, enfin que la Wehrmacht ne s'empare de la caserne. Donc, c'est une photo qui date des années 30 et qui vous montre une caserne avec une vie de caserne, des lits de caserne, des petits casiers très spartiates au-dessus des lits pour ranger ses affaires, les longues tables avec les bancs au milieu de la chambrée. Certains internés vont connaître, les privilégiés évidemment, vont connaître ce genre de chambrée. C'est le cas notamment des employés et des travailleurs du Stammpersonal. Et aussi les premiers internés au moment où on n'a pas encore de gros problèmes de surpopulation à Malines vont aussi partiellement être hébergés dans ces conditions-là. Maintenant, pour la majeure partie des internés, on est plutôt dans l'autre cas de figure, avec des paillasses jetées à même le sol, des couvertures ou des paillasses qui sont parfois même disposées dans les couloirs de la caserne parce que les chambrées sont débordées. Normalement, dans une chambrée comme ça, on met 30 personnes, les 16 vont en entasser 60, c'est encore viable. Mais à partir du moment où on est 100 ou 80, c'est plus possible. Alors il faut savoir que dans ces chambrées, par exemple les tziganes, 351 personnes sont réparties en seulement 2 salles. Donc ça vous montre cette surpopulation, la promiscuité évidemment, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde est mélangé. Il n'y a aucune façon d'avoir une parcelle d'intimité à la caserne d'Ossat, et donc ces conditions d'hébergement vont évidemment compliquer la vie et les conditions d'hygiène. Concernant la nourriture, nous avons retrouvé ici les carnets de la Winterhulp, donc le secours d'hiver, qui intervient à partir du règne de Franck. Donc vers mars 43, ils vont commencer à livrer des repas pour les Juifs. Et comme vous le voyez, par jour et par personne, les portions sont vraiment très restreintes. Donc c'est un régime de misère, c'est un régime de faim. Et pourtant, les internés sont contents de recevoir ce petit surplus de la Winterhulp une fois par jour, parce que pour eux, c'est la portion qui leur permet de survivre. Parce qu'avec la nourriture qui est distribuée au camp même et qui ne dépend pas de la Winterhulp ou pas des colis qu'on peut demander à l'extérieur, il est impossible de ne pas souffrir de la faim. Alors ici, c'est une scène qui est représentée, c'est un tableau de Lonlando qui représente donc la distribution des colis. Vous avez vu sur les photos précédentes, il y a une espèce de petite aubette en bois qui a été construite dans la cour, et c'est là donc que les camions viennent décharger les colis et que les internés font la file pour les recevoir. Alors, il va y avoir une résistance à Malines, mais pas un mouvement de résistance au sens où on l'entend d'habitude. Ce sont évidemment les Juifs qui sont les plus anciennement installés dans le camp, qui ont des places clés
à la cuisine, surtout au bureau d'enregistrement, le bureau des électriciens ou des plombiers. Ces gens-là vont être en mesure d'aider les déportés à sauter des trains. Alors, le transport où on enregistre le plus de sauteurs sera le 20e, mais il faut savoir aussi que les transports 16 et 17, donc en octobre 42 déjà, comptent plus de 200 fugitifs. Alors, à Malines, on essaye d'obtenir des limes, des tournevis, des scies, des outils, mais ce n'est pas toujours facile de sauter. D'abord parce qu'à partir du 20e transport, on est dans des wagons à bestiaux, que l'escorte du transport a été renforcée par un complément de choupeaux qui viennent spécialement, notamment d'Aix-la-Chapelle, pour assurer la garde du train. Et alors surtout, on responsabilise quelqu'un au sein de chaque wagon. On choisit plutôt quelqu'un qui a une grande famille, qui a sa femme et ses enfants auprès de lui, et on le rend responsable à l'arrivée à Auschwitz. Au cas où il y a un incident dans le wagon, eh bien, il en répondra personnellement ainsi que sa famille. Et ici, vous avez une lettre de Félix Lipschitz, pardon, qui écrit à son ami qui lui a fait parvenir des colis où il y avait des outils cachés, que voilà, impossible de sauter, nous avons un mauvais gardien. Donc pour lui, la tentative d'évasion a été bien préparée, mais n'a pu aboutir. Alors, il y a aussi un mauvais climat qui règne à Malines, sous Franck en particulier, et en particulier à partir du moment où les Juifs de nationalité belge arrivent au camp. Il y a beaucoup de rébellions parce que d'une part, il y a des Juifs du 20e transport, des sauteurs qui ont été repris et ramenés, qui ont raconté. Et il y a un climat d'insoumission, de rébellion, enfin c'est pas facile à gérer. Et pour calmer le coup, le commandant Franck va faire courir la rumeur qu'en fait on ne part pas du tout vers la Pologne, mais on part, comme vous le voyez ici, hein, on nous emmène en Hollande pour aller travailler. Alors voilà, je vais clôturer ici en signalant qu'il y a plus de 26 000 personnes qui sont passées par le camp de rassemblement de Malines, le SS Sammellager für Juden. Nous avons 550 personnes qui sont libérées sur place dans la nuit du 3 au 4 septembre 1944, au moment où le camp est abandonné par les SS qui fuient devant l'avancée alliée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, le but final de Malines, c'est la déportation à Auschwitz-Birkenau. C'est un camp qui s'inscrit dans une déportation génocidaire et que ceux qui restent dans le camp sont l'exception et que ceux qui sont les Transportjuden et qui sont acheminés à Auschwitz-Birkenau, eh bien, ils sont dans, je dirais, dans la norme. Voilà, je vais clôturer ici. J'espère que j'ai pas trop débordé.